Intéressant parce Ah, ça que, c'est bien. ouais, on voit aussi comment il a travaillé, on voit beaucoup Valérie, on voit les images un petit peu du film là où il était allé Ouais. retourner dans son village. Mm. On l'entend marmonner. Oui, Et on l'entend m'emmener une c'était. prière en fait, hein, Ouais. je pense. Hein, si Ah, c'est je... une prière parce que moi je croyais que c'était son texte. Ah non, là-bas c'est une Là-bas, prière. Mais ouais. dans le Ah oui, film. ah, complètement. Ouais. Il lit, quand il lit, Ouais. il Ouais. lit en musique, quoi. Et ça, je pensais pas pouvoir l'avoir jamais. Donc c'est vraiment génial Ouais, d'avoir ce c'est vrai. son-là. Ouais, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. C'est Ouais, 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 parce tout que à tout le fait. monde en parle, mais Ouais. pour moi, ça restait comme un son noir, c'est-à-dire le son que je pourrais pas Oui, bien capter. sûr. Ouais. Ouais. Donc c'est super. Mais il a été beaucoup. Il n'a pas été beaucoup filmé dans l'intimité, mais j'ai l'impression qu'on trouve beaucoup quand même d'images de Aaron, quoi. Et, euh, et oui, alors c'est vrai qu'ils ont connu plein de gens. Et moi, quand je suis allé le voir, je lui ai parlé des photos de Roman Vichniac, voilà, que j'avais découvert, entre autres, enfin pas seulement, mais lors d'une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, où il était exposé. Et lui, il me dit, bah oui, mais je l'ai rencontré, Vichniac, dans les années 60, quand il est venu en Israël, etc. Et Vichniac, le titre même de son livre, c'est un monde disparu. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit Vichniac lui-même qui ait donné le titre à ce livre, hein. Mais quand on le feuillette, on voit, et même si c'est pas nécessairement dans les endroits où a vécu Appelfeld, mais aussi, eh bien, voilà, on voit le monde disparu ce sont des photos des années, il faudrait que je retrouve très exactement, mais c'est avant-guerre, bien entendu, des années 30, voilà. Hein, 38 à Varsovie, 36 Varsovie, des rabbins, des étudiants de yeshiva, des gens dans des ghettos déjà, et, et des enfants à la campagne, des enfants qui ont l'âge d'Appelfeld, et beaucoup de personnes de la communauté chassidique. Euh, et à la fois, en fait, ce qui est intéressant chez Vichniac et qui le rapproche, je trouve, d'Appelfeld, c'est ce regard porté sur les enfants, notamment. Et parce que, voilà, dans cette photo, par exemple, c'est un petit enfant qui a... Alors souvent, les enfants chez Vichniac, il aime beaucoup ça, ils ont des douleurs dentaires et alors bah, ils n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste ou quoi que ce soit. Et donc on leur entoure la tête avec dans des linges, pour les serrer. Et donc par exemple cette photo, alors on va essayer de voir exactement. Alors les deux photos qui sont là, c'est un enfant, un vendeur de vieux papiers en fait, hein, même pas de journaux, vêtu d'un manteau largement usagé, trop grand pour lui, sans doute un manteau qui a appartenu à son grand frère, dans un shtetl certainement, puisqu'on voit que c'est un village. Voilà, donc ça c'est Vichniac qui, avec son appareil photo, avait pris conscience de ce monde fragile sur le point de disparaître. Et donc par exemple cette photo qui est page 116, nous dit que c'est un écolier souffrant des dents. L'an prochain, notre enfant héritera du livre de classe en lambeaux à Slonim en 1937. Slonim, où on sait qu'il y a eu des massacres terribles et où il n'est plus resté un seul juif après, à la fin de 1941. Et voilà, alors moi je pensais que c'était un petit vendeur Non, c'est son livre de classe en lambeaux. Et ça c'est Vichniac lui-même qui a fait ces photos. Et on sent beaucoup de mélancolie dans les regards, on sent parfois la joie. Enfin, toutes ces choses qui font partie du monde de Aaron Appelfeld, en fait. La détresse d'une petite fille, probablement malade dans sa chambre, un petit garçon qui regarde son père travailler. Mais ce qui est intéressant chez Appelfeld, chez Vichniac également, c'est que on sent très bien que quand il nous photographie sa femme,
ou sa fille, ils font partie eux aussi de ce monde des juifs assimilés. Alors lui, c'était en Allemagne, mais alors je ne sais pas si dans ce livre-là, on voit, je vous montrerai peut-être plus tard des photos de la mère et de l'épouse de Roman Vishniak. Non, elles ne sont pas dans ce livre-là. Ce livre-là est vraiment consacré au monde disparu. Et moi, je trouve qu'il y a enfin, que la mère de Roman Vishniak, ça pourrait être celle de Aaron Appelfeld. Je vous montrerai les photos que j'ai ailleurs. Voilà. Et voilà, il y a la joie, il y a la mélancolie, il y a surtout cette sensation d'intense humanité sans sentimentalisme. Enfin, pour moi, ce qui caractérise aussi, entre autres, Aaron Appelfeld, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un regard, évidemment, plein d'humanisme, où chaque individu nous raconte une histoire. Sur chacune des photos, on a des histoires, et encore une fois des enfants, un écolier qui est sur le pas de sa porte et qui dessine et tout ça. Mais il n'y a pas de sentimentalisme, voilà, il y a la vie qui passe, et nous, quand on les regarde, ça nous émeut, parce que on sait que tous ces gens-là, tous ces enfants qu'on voit, pour la plupart d'entre eux, la vie s'est arrêtée très vite, quoi. Voilà. Et donc, quand je suis allé voir Aaron Appelfeld, on a parlé d'Ishniak, et il m'a dit, bah oui, j'ai rencontré, tout ça. Et voilà. Et il avait quel rapport avec les photos de Vishniak? Bon, on n'en a pas parlé tant que ça, mais il aimait beaucoup, mais moi, quand je l'ai rencontré, on n'a pas eu le temps de beaucoup parler. On s'est vu une après-midi, mais on a parlé essentiellement de pourquoi je voulais adapter son livre, les partisans, etc. Et je lui avais amené un autre livre de photos qui est... je sais pas si je l'ai ici. C'était des photos de Joseph Sudek. Et alors Joseph Sudek, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus contemplatif. C'est des photos de bouquets de fleurs devant des fenêtres, de jardins à l'abandon. Et il y avait eu une exposition Joseph Sudek ici à Paris, au musée du Jeu de Paume. Et donc je lui avais apporté ces photos parce que là aussi, pour autre chose, elle me faisait penser beaucoup à l'univers d'Aaron Appelfeld. Et là, c'est plutôt sur l'aspect d'Appelfeld à la fois contemplatif et puis dans cette recherche permanente des étincelles divines ou de la poésie du quotidien, ou voilà, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas de cette faculté de garder les yeux ouverts dans le silence, parce qu'il a appris ça quand il était enfant dans la forêt, et ça rejoint une attitude mystique ou racidique, ou tout simplement une attitude d'ouverture au monde, et voilà. Et dans les photos de Joseph Sudek, il y avait ça aussi. Ce regard posé sur un bureau, le bureau d'un écrivain avec tous ses objets, ou un bouquet de fleurs devant une vitre. Donc voilà, je lui avais apporté ce livre en cadeau. Et lui, par rapport à l'adaptation, il était curieux, il était content? Il était curieux de savoir pourquoi un Français s'intéressait à cette histoire, un Français non juif. Donc les premières questions qu'il m'a posées étaient les questions simples, quoi. Pourquoi est-ce que vous voulez adapter ce livre? Et donc je lui ai expliqué pourquoi en détail. Et il s'intéressait, une des premières questions qu'il m'a posées, c'est à propos de la langue. Et moi, une des premières questions que je me suis posée, quand j'ai eu envie d'adapter le livre. Je l'ai lu d'abord, et puis c'est venu plus tard que j'ai eu envie de l'adapter. Et la question de la langue, c'est vraiment essentiel. Alors je lui ai dit tout de suite, ce sera pas en anglais. Voilà, parce que
parce que je trouve que enfin, moi j'ai un problème avec tous ces films où tout le monde parle anglais dans des territoires où personne n'a jamais parlé anglais. Donc je lui dis ce sera pas en anglais, ce sera pas en français non plus. Mais après, dans quelle langue, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que euh, on sait qu'en Bukovine, là-bas, ils parlaient, les juifs assimilés des grandes villes et de Tchernobyl notamment, ils parlaient allemand. Que Aaron Appelfeld a un problème avec l'allemand parce que c'est les Allemands qui ont tué sa mère, c'est une langue dans laquelle il n'a pas voulu écrire ensuite. C'est la langue des bourreaux, d'une certaine manière. Enfin, des bourreaux, j'allais dire d'une certaine manière, mais c'est la langue des bourreaux. Et, euh, et en plus, d'un point de vue, moi, de cinéma plus pragmatique, je pense que voir des partisans juifs dans les Carpates parlant allemand, les gens n'auraient pas compris de quoi il s'agissait. Donc ça pouvait pas être l'allemand. On s'est posé la question de savoir si ça pouvait être l'hébreu. Non. Et donc quand moi j'ai rencontré Aaron Appelfeld, je lui ai dit on essaiera de parler le plus possible de toutes les langues qui étaient parlées là-bas à ce moment-là. Donc, puisqu'on sait qu'il parlait allemand avec ses parents, il parlait ruthène, ukrainien avec Victoria, sa domestique. Il parlait probablement roumain à l'école. Il parlait français aussi avec ses parents puisqu'il faisait Kippour en lisant Proust, ça c'est ce qu'il raconte quelque part. Hébreu un petit peu pour la lecture de la Bible. Yiddish avec ses grands-parents. Et voilà, il y avait toutes ces langues en lui, quoi. Et, et, et donc c'est la question qu'il m'a posée. Qu'est-ce que va être la langue? Voilà. Mais j'aurais aimé pouvoir discuter avec lui maintenant et lui dire que, bon, on en a parlé à Judith, mais lui dire que ce sera majoritairement en roumain, avec un peu d'allemand, un peu d'hébreu, un peu de ruthène, un peu de... Voilà. Je pense qu'il aurait été content. Mais en tout cas, il a été content qu'on se pose ces questions-là sur la langue. Ça, c'est sûr. Euh, je pense que il dit dans l'histoire d'une vie, il dit si je me souviens bien, il dit la guerre c'était des visages et des mains, donc ça c'est déjà très... C'est un écrivain très visuel, moi je trouve. Enfin, c'est pas, je trouve, c'est un écrivain très visuel. Donc il dit la guerre c'était des visages et des mains, et il dit toujours dans l'histoire d'une vie, seuls les mots qui sont des images demeurent. Donc déjà quand on est cinéaste, qu'on a envie d'adapter, c'est encourageant. Et puis et je pense je pense qu'il était content que quelqu'un veuille adapter ce qui a déjà été fait. Je ne serai pas le premier, mais adapter son histoire, une de ses histoires, mais en même temps c'est délicat pour un écrivain parce que il m'a jamais fait ressentir ça, au contraire, il m'a donné sa confiance, il m'a donné des mots-clés pour travailler sur son œuvre, sur son livre, sur les partisans. Mais j'imagine qu'il avait envie de voir le film. Il m'a dit mais combien de temps ça prend? Je lui ai dit vous savez, c'est long, c'est long à faire. Donc voilà. Et ouais, il m'a donné deux mots-clés en fait pour les partisans. Mais je pense que c'est deux mots-clés qui valent pour une bonne partie de ses livres. Il m'a dit le pain et la sensualité. Alors ça, le pain, il en parle beaucoup, que ce soit dans ses livres ou dans ses interviews, voilà, de cette... c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire c'est la sensation d'un enfant ou d'un homme, d'une femme qui ont faim et qui en peuvent plus et à qui quelqu'un va tendre une tranche de pain. Il y a, mince, j'ai oublié.